Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Festival Travelling, bienvenue pour cette étude de cas autour de Transmemoria. Je remercie chaleureusement les deux coproductrices du film, Marlene Huber et Mathilde Razimov. Donc Heure Film et les films du Bill Bokeh qui se sont associés pour vous faire découvrir ce film hier soir en salle à l'Arvor. Et on essaiera du coup de la faire partager avec les étudiants. Et je remercie aussi Lumna et l'équipe de Film en Bretagne qui est partenaire de cette étude de cas autour de ce film qui sortira à la rentrée prochaine, vraisemblablement autour du mois de novembre pour le mois du film documentaire. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, en tout cas à en dire du bien autour de vous à l'occasion de cette sortie. Voilà, merci à vous et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Et je précise que Mathieu Champalone, de la revue Réplique, partenaire au long cours de Travelling, anime cette rencontre pour notre plus grand plaisir à toutes et tous. Merci. Merci beaucoup Fabrice et bienvenue donc Maline et Mathilde. On va donc pouvoir développer les diverses questions, problématiques et thèmes qui entourent la production du film Transmemoria que donc certains d'entre vous ont sans doute vu hier à l'Arvor. On a pu donc déjà en discuter lors d'un Q&A hier soir à l'issue de la séance, mais voilà, on va pouvoir donc développer davantage certaines questions, certaines choses, en savoir aussi un peu plus sur la manière dont le film s'est fait, d'autant que le contexte de production est assez particulier, notamment du fait de sa longueur, de la longueur de la gestation du film. Peut-être pour vous présenter très brièvement, avant de partir assez vite sur la genèse du projet, tout d'abord, peut-être détailler rapidement vos parcours. Tout d'abord, Maline, avec donc Heure Film, vous êtes basé à Stockholm, donc une société suédoise, et à travers Heure Film que vous avez donc créé il y a une dizaine d'années environ, en 2015, vous avez produit environ une dizaine de films de diverses envergures destinés à aussi différents types de publics et qui explorent des formes très diverses également, mais si j'ai bien compris, avec une certaine prédilection pour les artistes et cinéastes qui sont à la recherche de formes nouvelles et d'une expression novatrice. Je ne me trompe pas. Et Mathilde, donc vous représentez les films du Bill Bokeh, vous avez fait des études littéraires et de cinéma documentaire, et puis vous avez travaillé pour différents festivals avant d'intégrer Zadig Productions, donc une autre société de production, et depuis 2018 vous avez rejoint les films du Bill Bokeh et sa fondatrice Eugénie Michel Villette, vous êtes toutes les deux associées aujourd'hui, et vous y avez produit un certain nombre de projets entre documentaire et animation, parmi lesquels on pourrait citer la série Chercher la femme de Julie Gavras ou L'énergie positive des dieux de Laetitia Moller sur le collectif Astérotypie, sorti il y a maintenant 2-3 années de cela. Peut-être première question, qu'est-ce qui, justement, dans votre conception de la production ou la manière de l'aborder, la manière aussi d'accompagner les artistes, les cinéastes, qu'est-ce qui pourrait vous réunir? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous partagez dans cette conception-là ou pas du tout? C'est juste... Non, mais je pense qu'il y a tout à fait quelque chose qu'on partage. C'est le cinéma qui n'est pas traditionnel, ou une souhait de trouver une nouvelle langue, d'essayer de expand ce que c'est le langage du cinéma, et aussi de travailler très très proche avec nos réalisateurs et les réalisatrices pour comment fait naître ces histoires. Oui, tout à fait. Et je crois aussi que ce qu'on partage, il me semble, c'est de pas avoir d'idées préconçues sur ce que doit être le parcours de production d'un film, mais de se laisser porter aussi par l'ambition artistique qui grandit au fur et à mesure, et de se dire que la production doit suivre cette ambition et ce cheminement-là, effectivement, de manière très imbriquée avec les enjeux artistiques du film. Et de manière plus générale, qu'est-ce qui vous guide dans le choix et la poursuite de certains projets plus que d'autres? Pour moi, c'est le potentiel.
tu sais jamais ce que ça va être, un film, ou quelqu'un qui te présente une idée, ou tu vois quelqu'un qui dit « Ah, si cette personne faisait ça, ça te fait rêver ». Tu as vu un film qui s'est fait un très bon exemple là avec ce film. C'est vrai, mais même si tu paries et tu dis « Je vais passer des années là-dessus, ça va faire du travail, ça va être intéressant », tu sais jamais à la fin ce que ça va être le résultat. Et ça m'excite. Oui, puis c'est comme toujours des questions de rencontre en fait. Et moi, en l'occurrence, j'ai rencontré Malin avant de rencontrer Victoria, mais c'est quelque chose qu'on sent de manière assez intuitive dans la rencontre, soit avec un auteur, une autrice, soit avec un coproducteur, coproductrice. Je crois que c'est quand même ça parce que voilà, on sait quand on s'engage sur un projet que ça va être très long. Et intense et voilà, et on a besoin que le lien humain est évidemment essentiel dans ce voyage. Et le fait de travailler, je disais en introduction, que vous aviez l'une comme l'autre travaillé sur des choses très différentes. Il me semble, Malin, que vous avez travaillé autant avec des plateformes, sur des films de plateforme, que des films plus indépendants. Mathilde avec la télévision aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous intéresse, de pouvoir travailler sur des formes très différentes, sur des formats aussi très différents. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez aussi ? Oui, moi je suis assez restless, j'aime bien me varier. Je pense aussi que chaque fois que je fais quelque chose, ça m'apprend tu récupères de l'information, tu peux l'utiliser, tu apprends quelque chose dans la fiction, tu peux l'utiliser sur le documentaire ou l'inverse. L'une informe l'autre. Je crois que c'est ce qui est assez formidable dans nos métiers, c'est qu'on ne s'ennuie pas parce que chaque nouveau projet et chaque nouveau film amène de nouveaux questionnements et une nouvelle manière de faire et de fabriquer et de penser la production et la diffusion. Donc oui, on n'a pas envie de faire tout le temps la même chose, mais c'est sûr. Et avec l'idée de créer une sorte de prototype à chaque fois, finalement. Oui, tout à fait. On va peut-être pouvoir aborder plus concrètement donc ce projet Transmemoria et tout d'abord commencer par le début, la rencontre avec Victoria Verso qui, donc pour rappel, ne vient pas partir du cinéma à la base, plutôt de l'art. Elle est diplômée en art de l'Institut Royal des Beaux-Arts de Stockholm et elle a d'abord mené un travail de plasticienne avec des installations, des sculptures, de la performance exposées dans divers lieux, des galeries, des lieux institutionnels également. Et a réalisé aussi 4 courts-métrages, mais sur lesquels vous n'avez pas travaillé, aucun des 4. Et donc Transmemoria, qui d'une certaine manière, on en a parlé aussi hier soir, synthétise un certain nombre de thèmes, qui parcourt son travail artistique et aussi son travail cinématographique à travers ses courts-métrages, et qui est de toute façon lié directement à son histoire personnelle. Comment donc s'est déroulée cette rencontre il y a déjà un certain nombre d'années, il me semble. Oui, c'était il y a longtemps, c'était il y a 9 ans. En fait, on avait commencé de travailler sur un autre film qui n'était pas ce film-là. C'était un documentaire et en même temps, elle avait, au bout d'un moment, elle m'en a parlé de ce projet, mais elle avait envisagé en tant qu'une fiction. Et j'étais là, oui, ok, on va en parler. C'est quoi? C'est une histoire très personnelle, mais elle voulait le portraiter sous la forme de fiction. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé cette aventure qui a duré assez longtemps. Je disais que vous n'aviez pas du tout travaillé sur ces 4 courts-métrages. Est-ce que ça a pu être quand même une envie à un moment de se dire, avant de passer au long métrage, de travailler ensemble sur un court métrage, comme parfois certains producteurs le font, ils préfèrent ne pas se lancer directement sur un long et déjà prendre quelques repères sur un court métrage. Là, tout de suite, il a été question d'un long métrage et seulement d'un long métrage. Oui. Non, mais c'est une façon très, très normale. C'est un parcours très normal de faire un cours ou 2 cours et pour apprendre à se connaître et tout ça. Mais en fait, je connaissais sa pratique en tant qu'artiste
visuelle, enfin plasticienne, enfin comment ça s'appelle. Et je trouvais que sa langage cinématographique était assez développé. Donc, il n'était pas vraiment question de parler, on fait un cours, parce que l'histoire, elle voulait raconter, ça n'aurait jamais pu rentrer dans un cours. Et comment s'est passée justement la préparation, en tout cas la préparation de la création du film? Je sais que ça a été très long, c'est vrai que c'est difficile de donner un nom très précis pour chacune des étapes, mais disons voilà la naissance du film, comment cela s'est déroulé. Est-ce que finalement c'est passé par l'écriture ou davantage par un travail visuel finalement entre vous, cet échange? Je dirais que c'est plutôt, c'est de la recherche artistique plutôt que de l'écriture. C'était des tests avec des potentielles actrices, c'était des petites bouts de filmés de recherche, c'était des photos des photographies, c'était une essai de faire comme une mood board. On travaillait vraiment dans le genre avec les portfolios des images pour essayer de trouver c'est quoi ce truc qui peut être un film, à la place de faire oui il va se passer ça et ça et ça et ça. C'était pas du tout ça. Ça s'est fait au fur et à mesure d'échanges finalement. Oui, c'était beaucoup avant, ça va et ça vient, et au bout d'un moment, si on fait un film, on veut le financer, il faut quand même écrire quelque chose. Donc, il fallait se mettre pour présenter quelque chose. Mais on a aussi de la chance. Comme je dis, on avait commencé avec une fiction, mais on l'avait décrit assez hybride, parce que vu comme son... expérience artistique et son histoire en tant qu'artiste. Et donc, on avait cherché des sous pour vraiment faire de la recherche que ça pourrait être. Et ça nous a permis d'être assez loose dès le départ. Je ne sais pas si ça avait marché. En France, si ça aurait marché d'être aussi loose. Non, mais c'est-à-dire que c'est aussi une grande différence entre la Suède et la France, mais peut-être entre la France et un modèle plus anglo-saxon, et qui là a d'autant plus de sens qu'il y a un univers visuel très fort dans le travail de Victoria et dans ce film. Mais c'est vrai qu'en France, on a tendance à beaucoup passer par l'écrit. Et à valoriser des formes quasiment littéraires quand on écrit des dossiers de films ou des scénarios. Et ça, c'est très... Comment ? Qui vient directement de la recherche du financement. Qui vient de la recherche du financement, mais qui vient aussi, je crois, d'un modèle culturel qu'on a en tête, qui est que tout doit passer par l'écrit tout le temps. Et c'est vrai que je crois que c'est aussi ce qui a été assez complémentaire, c'est-à-dire d'avoir une manière de penser le cinéma par l'image et d'allier ça avec notre vision plus littéraire des choses. Et à quel moment il a été question que Victoria amène ces deux autres personnes, Amina et Athéna, pour ce film, donc voilà, qui était en plus censé être une fiction au départ. Comment cela s'est passé? En fait, c'est venu très tôt parce qu'on a fait des recherches de casting. Et, il y a eu un casting. Il y a eu un casting au départ avec plusieurs gens trans pour trouver ces personnages qu'elle voulait utiliser pour portraiter elle-même et Meryl. Et du coup, elle a choisi Athéna et Amina, et ils ont commencé de travailler ensemble avec des petits tests, mais toujours à partir de l'image.
Donc, ils ont mis une caméra, ils ont essayé de reconstruire des petites scènes de mémoire de Victoria. Comme on le voit au début, quand elles reconstituent toutes les trois une photo avec le modèle de la photo qu'elles reconstituent. Donc ça, voilà, c'est la trace un peu de ce projet initial. Exact. Et une fois qu'on s'est assis... Qui d'ailleurs, je le précise, s'appelait autrement, s'appelait Meryl au départ. Et quand après on s'est assis et on a regardé ce qu'il y avait dans le matériel, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment il se passait vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, ça s'est dévoilé. Que c'est une histoire très personnelle et que c'était plus une fiction et que voilà, ça allait prendre plus de temps que je pensais de le faire. Donc ça s'est passé aussi à travers un premier tournage en Thaïlande, donc avant votre arrivée, Mathilde. De quelle manière aussi s'est construit ce tournage en Thaïlande? Combien de temps ça a duré? À quel point elles sont parties avec une base solide ou les choses se sont faites au fur et à mesure du tournage? Non, c'était vraiment dessiné pour ouvrir l'espace d'essayage, de procès artistique. C'était très, très, très luxueux. On avait amené une cinématographe très forte qui bosse et dans le documentaire et dans la fiction pour faire des scènes directed scenes et en même temps des choses documentaires et qu'il savait que ni le son ni l'image s'arrêtait au merci, mais que ça continuait jusqu'au que l'action c'est fini de se passer. Et ça nous a vraiment permis de ramener un matériel qui était une grosse, très proche du film final à la fin, très tôt. Enfin, trouver le DNA. Et si je comprends bien, finalement, les repérages, si on peut parler de repérages, pour en parler, se sont déroulés presque en même temps que le tournage. Et si je précise cela, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui prend beaucoup de place dans le film, c'est qu'elle retourne donc sur ce lieu où elle a subi l'opération quelques années auparavant, et ce lieu a énormément changé. Notamment, on le voit avec une séquence sur un centre commercial où elle avait été acheter, je crois, des maillots de bain et qui est finalement maintenant recouvert d'eau. Voilà, le paysage est devenu un paysage de ruines, qui presque en décomposition. Et ça a été une surprise finalement en arrivant au tournage. Vous l'aviez pas du tout anticipé? Non, on ne savait pas. On ne savait pas et on a découvert ça aussi. C'était une expérience assez dure pour elle à vivre parce que elle avait envisagé quelque chose et c'est pas ça qu'elle a ramené, mais c'est ça aussi la beauté du documentaire. Mais je crois qu'on était partis une semaine, 10 jours, un truc comme ça. Donc on a fait. Ouais. Ok. Au début, ce qui est assez bref. Ouais. Oui, vous êtes retourné ensuite en Thaïlande. Il y a eu 2 tournages là-bas. Mathilde, donc vous êtes arrivée juste après, enfin quelques temps après. Comment justement s'est déroulé votre arrivée sur le projet? Donc, on s'est rencontrés avec Maline dans un workshop de producteur européen qui s'appelle Eurodoc, qui est une formation qui accompagne des projets en développement sur une année. Donc, il y a 3 semaines de rencontres étalées sur l'année. Et donc, on y participait toutes les deux avec Maline déjà avec ce projet-là, moi avec un autre projet. Et sur le moment, tout le monde est très concentré sur son propre film à développer. Et c'est, je crois, entre 2 sessions que je me suis dit, bon, il faut quand même que je regarde un peu plus attentivement les projets des autres. Et où j'ai pris le temps de regarder les images et où j'ai eu, je crois, une sorte un peu de choc. Voilà, Enfin, d'un seul coup, j'ai mesuré qu'il y avait là un film, enfin en tout cas les prémices de quelque chose de
très étonnant, de très captivant et de très très singulier, quoi. Et je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait une déclaration d'intention à Malines, mais dans la foulée de ça, il y avait évidemment aussi donc le film s'appelait effectivement Meryl, ça a été le titre de travail jusqu'à quasiment la toute fin de la production du film. Et il y avait évidemment cette idée que Meryl était française et que ça me semblait important que la France prenne part à cette histoire. Pour autant, Malines, il n'y avait pas à ce moment-là forcément une volonté de rechercher un coproducteur français. Ce n'était pas nécessairement la volonté. Non, c'était pas formulé comme ça, mais en même temps, si on participe à un workshop international européen avec un projet, bien sûr, l'idée, c'est de trouver des partenaires, soit pour ce projet-là ou pour les projets dans l'avenir. Faut aussi, le coproduction, c'est vraiment une rencontre aussi, une rencontre professionnelle, une rencontre humaine. Il faut que ça soit... Même si tu vois quelqu'un qui est une productrice avec qui tu veux travailler, peut-être que ça ne marche pas pour ce projet en question, mais tu sais qu'un jour, on fera un film ensemble. Et là, j'avais de la chance. Là, c'était le bon. Et quelle était l'implication donc c'était en 2019, sauf erreur, cette arrivée. Quelle a été l'implication au départ de votre part, Mathilde ? Ce qui est assez formidable dans notre modèle économique de production documentaire et qu'on espère évidemment préserver, c'est qu'il y a quelques fonds qui existent qui nous permettent d'être présents dès le développement du film. Donc en l'occurrence, il y a eu 2 soutiens, un de la ProCirep et un de Pictanovo, qui est l'agence régionale de la région Hauts-de-France où la société, où notre société, les films du Bilboquet, est installée. Et ces 2 soutiens nous ont permis de proposer déjà de payer des frais de traduction, des choses comme ça, et puis de proposer à Malines et à Victoria d'organiser un tournage en France. Donc il y a toujours en documentaire cette notion un peu floue entre repérage filmé et tournage, c'est-à-dire que, comme l'a très bien raconté Malines, le film il se construit aussi avec les premières images et c'est comme ça qu'il se trouve. Et donc la fabrication des films en particulier de celui-là se font beaucoup en aller-retour avec du tournage, de la réécriture, etc. Et donc on a pu organiser un repérage filmé / tournage en France. Voilà. Donc la partie à Paris et dans le sud ont été tournées à peu près en même temps Alors non, parce que la partie parisienne avait déjà été tournée avant. Oui, il me semble, si je me souviens correctement, que c'était fait dans le cadre de son école. Peut-être on peut préciser tout de même, parce que effectivement tout le monde n'a pas forcément vu le film, donc cette Meryl sur les traces desquelles part Victoria Verso, donc est française et donc donc elle s'est donné la mort quelques années auparavant et c'est pour cela donc que Victoria part sur ses traces et justement après être allée en Thaïlande là où elles ont été toutes les deux opérées et où elles ont vécu même la transition à Victoria, donc on le voit dans le film, part à Paris là où a été le dernier domicile de Meryl pour commencer un travail. C'est là où d'ailleurs le film part sur autre chose, sur presque un travail d'enquête qui se poursuit ensuite dans le sud de la France, d'où Meryl est originaire, pour essayer de même en savoir plus, contacter sa famille, savoir même où Meryl aurait été enterrée. Voilà où va le film, pour préciser un petit peu. Donc d'abord Paris et ensuite finalement bien plus tard le Sud qui est donc la dernière partie du film et là ça c'est pareil, ça s'est fait un peu, on voit il y a même une conversion téléphonique qui est reproduite dans le film. Là aussi ça s'est fait au fur et à mesure du tournage, des recherches qui ont abouti sur les images qui sont produites. Oui, c'était vraiment ça.
c'était un travail d'enquête d'une manière et d'une autre manière, un travail de deuil personnel, je pense. Et le film agglomère un certain nombre d'images différentes, notamment des images d'archives, mais aussi un journal filmé qu'avait tenu Victoria donc au moment de cette transition. À quel moment il a été question de les inclure? Est-ce que ces images étaient là dès le début ou au contraire, elles sont arrivées plus tard? Non, ils sont arrivés très tard, je dirais, vers le... si c'est 3 parties, dernier tiers, vraiment. Déjà une base solide de on film. avait une base solide de film. Elle avait des photographies, des still photography, de documentation de son opération. On l'avait on l'avait dès le début. Et vers la fin de la production, elle a retrouvé ces images filmées de journal vidéo, enfin home video, on va dire, qu'elle a fait elle-même lors de sa transition en Thaïlande. Vous avez une vidéo à montrer. Est-ce qu'on la montrerait pas maintenant? Comme ça donne une idée aussi d'où était le projet à peu près au moment où vous êtes aussi arrivée, Mathilde. Comme ça montre aussi par rapport à ce que j'ai expliqué, ça donne une petite idée de à quoi ressemblait le projet. Je pense que c'est pas nécessaire. Alors peut-être une précision, je ne sais pas si pour dire que c'est vraiment un work in progress et voilà, ça n'était rien de définitif. Non mais on regarde et on vous expliquera après. Girls, I brought you here to this room and to this town because this is where I was 7 years ago to do my surgery. And in this room, Meryl lived, my friend, lived in this actual room. So, yeah, and I want to show a picture of her. This is her. She looked really cute. Yeah. And when she died 4 years ago, I started writing on this script. That you, Naomi, you would portray me, Victoria, and you would portray Meryl. And I wanted us to reconstruct memories from our time. In a way, try to enter a memory in the past. Yeah. And then they had this whole a sand thing, yeah. Yeah. And these trees didn't exist. No. And I think they had some sort of bushes. Maybe I should hold it also once. Yeah, sure. Or would you like to? We had the wrong clothes. Yeah. We didn't know. We show our shoulders. Meryl had a long skirt though. Yeah, at least she has something. I have the shortest. I never have this short skirt. Girls, could you take a photo of me standing like that, almost? Yeah. Okay, have your arm out. The Meryl is on this side of me. Yeah, exactly. Yeah. Here. Yeah. And Yeah. Am I smiling or do I have sunglasses? You're smiling. You don't have sunglasses. is it a ghost? Should I take a picture, do you think? A ghost? What No, it's a go. It's a go. I thought you said it's a ghost. Yeah. Okay, look at me. Yeah. Got it.
Is it weird that I'm missing Meryl? Even though I have never met her? You can put some light smoothing music on the background. Don't listen to rock music. What we will do now is something called dynamic dilation. First, put on a lot of lubricant. And put it like this. Insert the dilator to deep, full deep. You have to push through the pain. Don't stop. Keep it moving. No pain, no gain. Once you have reached full deep, you start rotating in a circular movement like this. 1, 2, 3, 4. Thank you. I'm just thinking I'm going the same way as you did. No, you're quite soon. No. Yes. At the end of the day, it's up to you. To be honest, no one can help you with that. This is something that you have to do yourself. Promise me you're not doing that. Promise me you're not doing that. Can you promise that? I'm sorry. I don't want to lie to you. Alors Maëlle, je vous laisse peut-être revenir sur ce que l'on vient de voir. Oui, alors donc ça c'était un clip qu'on a montré lors d'une pitch industrie à Vision de Réel, qui est un festival et marché en Suisse, à Nyon. Et on a fait une courte présentation et on a montré ce clip qui était les images de recherche qu'on a fait lors de notre premier voyage en Thaïlande. Et rien, enfin, c'est pas travailler le son, un truc comme ça, mais ça donne quand même ceux d'entre vous qui ont déjà vu le film, ça donne quand même une assez bonne idée dans quel univers on va être. C'est assez parlant, effectivement. Il y a une phrase de Victoria qui figure dans sa note d'attention, qui est reprise dans le dossier de presse, que je trouve assez intéressante. C'est pas la seule d'ailleurs, mais celle-là particulièrement, où elle dit: le récit tourne autour de la transition et du changement constant qui l'entoure, ce qui a parfois rendu difficile de lui donner une forme définitive. Ça dit beaucoup de choses de la manière dont le film s'est fait. Comment vous, justement, l'avez accompagné dans cette recherche de forme? Et puis, elle parle de forme définitive. Comment s'est établie cette forme définitive? Il y a peut-être des filmmakers ici, mais vous savez, c'est difficile de prendre... Chaque fois que tu prends une décision créative, ça veut dire que tu dis non à une possibilité, à une autre possibilité, ce qui pourrait être le film. Donc, c'est dur. Et il faut essayer, il faut revenir en arrière, il faut repartir en avant. Et c'est ça le premier film. Et le film, donc, agglomère un certain nombre de types d'images, je le disais, mais aussi emprunte à différents genres. Alors, il y a la question initiale entre documentaire et fiction qui est finalement assez vite évacuée, mais tout de même, le film
est à la lisière du documentaire, du travail d'enquête, du home movies avec les archives, du making of, puisque le film documente de manière permanente sa fabrication. Justement, voilà, là encore, cette forme, comment elle s'est trouvée, à quel moment vous vous êtes dit, bon, bah voilà, ça y est, c'est la bonne forme, on s'arrête là, on arrête de chercher, de continuer à filmer. Comment ça s'est déroulé et décidé surtout? Bah, je pense que en fait, on avait des avis très, très différentes sur le sujet. Je vais pas vous cacher ça. Mais je pense qu'à la fin, c'est atterri par le souhait de faire quelque chose d'authentique. Et quand on cherche cette espèce de vérité où ça ne marche pas de que faire des reconstructions, c'est le poids des images d'archives personnelles, ça montre aussi un aspect temporel de durée d'une vie que tu as fait l'opération, tu as continué de vivre, tu repartes en avant dans ta vie. Les différentes matières, ça donne aussi un côté temporel. Et je pense que c'est là où on a réussi à se mettre d'accord que c'est OK, que c'est super mixte, que c'est comme dans la vie et comme dans l'expérience, qu'il y a tout plein de côtés de l'histoire. Enfin, différentes, oui. Mais je crois il y a eu évidemment le moment du final cut du montage, qui est un moment évidemment très crucial et tout ça, mais la recherche, elle s'est pas arrêtée là. En fait, elle a continué en post-production, à l'étalonnage et au montage son et au mixage. Il y a eu tout un travail assez important de fait pour donner à ces images thaïlandaises un côté très fin du monde, quoi. Donc à la fois un travail sonore et d'étalonnage. Et en fait, la recherche, elle a été menée vraiment jusqu'au bout, quoi. Et d'ailleurs, il y a cette scène à la toute fin que d'ailleurs hier vous appeliez scène bonus, puisqu'elle arrive après la première partie du générique. Cette scène-là, elle a été tournée à la fin, vraiment à la fin de la partie du tournage, ou au contraire, elle est arrivée encore plus tard, et parce qu'on a l'impression que cela donne dans la mesure où elle arrive très tardivement dans le film. À quel moment elle est arrivée, cette scène-là? Non, il est tourné quand même. C'était à la fin de notre vrai tournage, mais c'était pas. On l'avait quand même exploré. Elle avait une idée de ce qu'elle voulait faire. Elle était retournée en Gotland, qui est le même endroit où ils se parlent. Enfin, pour ceux qui ont vu le film, où ils sont en conversation sur la plage. Ce film est Hopeless. Donc, elle voulait y retourner. Pour faire une scène finale au tout premier Final Cut n'y était pas, on va dire, et qu'on est très contente que ça s'est atterri là à la fin. Alors, je pense qu'on peut peut-être aborder les questions plus spécifiques liées à la production et surtout à la coproduction, et notamment peut-être pour commencer à la spécificité de la coproduction entre deux pays, en l'occurrence la France et la Suède, d'autant plus que si les coproductions internationales sont assez habituelles, il me semble que c'est assez rare entre la France et la Suède. Qu'est-ce que cela apporte à l'une comme à l'autre et au projet de manière générale de travailler ensemble sur deux pays à la fois? Tout d'abord, c'est un support. Ça peut être très lonely de faire de la production d'un film, que ça prend des années et des années. C'est un accompagnement, pas que sur le projet et sur le créatif, mais aussi une collègue professionnelle. Plus que... Tiens, peut-être quand on travaille déjà depuis 4 ans sur un projet, ça peut être bien d'avoir une autre personne qui vient... Absolument. Et après, il y a aussi très clairement l'aspect financier. Enfin, on a la possibilité de monter un projet qui est peut-être plus solide de ce qu'on aurait fait avec un seul pays. Mais
à part, plus que les financements, je dirais que ça nous permet aussi de bâtir une fondation pour un film, de vraiment garantir que ça va rencontrer plus d'audience. Oui, c'est aussi garder en tête que le cinéma est un art collectif et que même si en documentaire, on est souvent à la fois dans des petites structures de production et aussi dans des petites équipes, cette idée d'échange et de travail ensemble autour d'un film, c'est évidemment bénéfique au projet. Il y a aussi l'apport artistique et humain sur le volet production, mais aussi sur les techniciens et collaborateurs artistiques avec qui on peut travailler. Donc en l'occurrence, je pense à l'ingénieur du son Arnaud Ledoux qui a pu participer à ce tournage en France au moment du développement du film, mais qui a finalement accompagné tout l'univers sonore du film, donc à la fois sur le tournage, puis ensuite en montage son et en mixage, et également à la musique. Et ça, je crois que ça a été extrêmement précieux, d'autant plus qu'il s'agissait d'un premier film et que parfois les techniciens, chefs opérateurs, ingénieurs du son ou monteurs, ont finalement plus d'expérience que les réalisatrices et ils amènent aussi quelque chose d'important et de précieux. Donc voilà, il y a eu aussi cet apport-là qui, je crois, n'est pas négligeable. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, cette façon de voir aussi les choses différemment dans la manière de présenter le projet. En fait, quand on travaille sur un dépôt de financement ou sur un pitch, comme le disait Malin pour Vision du réel, en fait, on peut avoir le sentiment de l'extérieur que c'est que pour vendre, que pour récupérer de l'argent, mais en fait, c'est des moments où on est au travail sur le film, parce que de réfléchir à comment en parler, comment le présenter, quel extrait choisir, quel résumé mettre, c'est en fait des discussions autour des enjeux artistiques du film et ça, voilà, d'avoir des regards différents parce que les cultures sont différentes, parce que le système économique est différent, c'est aussi riche, quoi. Et ce système de coproduction internationale ou du moins européenne, vous était-il familier à l'une comme à l'autre ? Oui, on a toutes les deux travaillé sur des différentes coproductions ou européennes ou en dehors de l'Europe pour vous. Donc oui, mais chaque projet, ça se dessine d'une manière très spécifique. Qu'est-ce qui va pour ce film-là? Est-ce que c'est un premier film? C'est très personnel. Par exemple, on n'avait pas de chaîne télé qui était inclus. C'était une piste qu'on avait poursuivie un bon moment, mais après, on a laissé tomber pour aller en faveur d'argent plus soft qui nous permettait vraiment la recherche artistique jusqu'au bout. Oui, et puis ce système français de devoir choisir si le film est produit en audiovisuel ou en cinéma, c'est quelque chose de très spécifique à la France. Et voilà, et quand on produit du documentaire en cinéma, on se retrouve en concurrence avec des films de fiction, avec des scénarios pour le coup très très long, très construit, etc. Donc c'est pas évident. On a fait ce pari-là d'essayer de produire le film en cinéma, et en fait ça a marché tout de suite parce que je crois que le film a surpris, enfin la proposition était très surprenante et que ça donnait aux gens, aux membres des commissions qui nous ont lus, ça leur a donné envie de voir le film.
Alors justement, le fait aussi d'être donc sur 2 pays différents et puis au sein de l'Europe, ça vous a permis d'avoir différents soutiens. On peut citer donc le CNC à travers l'aide du cinéma du monde, le Swedish Film Institute et le Eurimage. Qu'est-ce que cette aide signifie concrètement pour vous, pour le projet ? Cinéma du Monde, Mathilde peut vous expliquer, mais c'est une aide qui est aussi faite pour les films qui sont internationaux. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de dépenser tous les sous en France. Ça veut dire que c'est une des aides les plus souples que tu puisses avoir pour un film international, je dirais, en France. Enfin, tu me dis si j'ai tort. L'Institut du film suédois, c'est comme le CNC. C'est très généreux et c'est vraiment une aide qui prime l'artistique et qui veut que les teams de films aillent jusqu'au bout à leurs propos artistiques. Et leur image, c'est pour les pays d'Europe et c'est vraiment une aide, un bonus, on va dire, qui est faite pour rendre plus fortes les petites structures, les films indépendants qui est dessiné pour le cinéma. Et en fait, on cumulait deux handicaps, que c'était un premier film et un film documentaire, et que pour ces films-là, trouver un distributeur ou une chaîne de télé ou de l'argent privé, c'est devenu quasiment impossible. Donc le fait de pouvoir avoir accès à des financements publics donne la possibilité à ces films-là de se faire et d'exister. Ce qui ne serait pas le cas si ces aides n'existaient pas. Donc le fait d'avoir obtenu Cinéma du Monde, qui est quand même une aide très sélective, déjà ça permet au film de se faire et ça permet aussi de nous conforter, nous, dans cette idée que c'est un film pour le grand écran, que c'est un film pour le cinéma. Et ça, c'est évidemment très précieux à cette étape du projet. Et que c'est un film international. Et on l'évoquait tout à l'heure, donc avec ce court film qui a été présenté. Le film a été montré en tant que work in progress dans différents festivals, donc Vision du réel, mais aussi à Cannes, qui vous ont permis aussi de remporter des prix en tant que work in progress. Quel est l'intérêt pour vous de présenter ces projets-là à ces festivals dans ces cadres-là, et qu'est-ce que ça représente aussi de gagner ces prix en fin de compte ? Je pense qu'il faut vraiment se demander si c'est le bon moment, s'il faut trouver le bon moment dans la vie d'un film où c'est l'heure de le présenter. Ça peut être au tout début, ça peut être pour se positionner, ça peut être quand tu as une rough cut et tu es très près de finir pour pouvoir être, top of mind pour le festival ou le programmateur, des choses comme ça. Bien évidemment, de gagner un prix dans un réseau industriel te donne plus de visibilité. Si c'est sur un marché qui est bien regardé, comme le marché du doc à Cannes, ça t'aide à te différencier que tous les autres films, bien sûr. Oui, ça donne de la visibilité au projet, et notamment auprès des gens qui vont derrière compter dans la diffusion, donc les gens de festival, les vendeurs internationaux, les distributeurs, et qui sont extrêmement sollicités toute l'année et qui, je crois, profitent de ces moments de festival pour voir des projets qui émergent. Rencontrer les personnes qui sont derrière aussi. Oui, tout à fait. Puisqu'on parle de diffusion, le vendeur international, donc Outplay Film, qui sera aussi le distributeur français, le co-distributeur français, à quel moment Outplay est arrivé sur le projet ? Le film était déjà-t-il totalement terminé, ou au contraire, c'est arrivé en cours de route ? Non, il est arrivé, le film venait juste d'être terminé. En fait, il y a ce moment toujours très anxiogène entre la fin d'un film et la première sélection au festival qui
souvent est un peu le marqueur de ce que va être la vie du film derrière. Donc, en l'occurrence, je crois qu'on a terminé le film en février de l'année dernière, quelque chose comme ça. Et on a attendu quelques mois avant de savoir où est-ce que le film serait montré pour la première fois. Et en l'occurrence, il a été sélectionné dans un festival international qui s'appelle Karlovy Vary en République tchèque, qui est un super festival. Et c'est à ce moment-là qu'on a relancé un peu tous les contacts qu'on avait eus dans les derniers moments de la vie du film, donc auprès des vendeurs internationaux, et que Outplay nous a pour le coup répondu à ce moment-là très, très rapidement et avec beaucoup d'enthousiasme. Et voilà, donc au départ, ils se sont engagés sur la partie vente internationale. Et puis finalement, ils vont également s'occuper de la distribution et de la sortie salle en France. Voilà, le 11 novembre de cette année. Et donc, une fois le film terminé, on pourrait se dire que c'est désormais davantage l'affaire du vendeur international, des distributeurs. Quelle est pour autant la place, donc là vous êtes là pour en parler, mais quelle est la place des producteurs une fois le film terminé, puisque vous n'êtes pas forcément en première ligne directe, c'est assez rare de voir des producteurs accompagner les tournées de films, en tout cas pas systématiquement. Voilà, quelle est votre place et comment elle se trouve en fait aussi? Je pense que c'était aussi un film très personnel. On l'a suivi depuis très longtemps. C'est aussi un travail en très proche collaboration avec le team de Outplay. C'est comment le positionner, comment mettre avant la réalisatrice, l'histoire personnelle, et vraiment de tout de l'image poster jusqu'au bande-annonce et de réfléchir ensemble, même s'il y a un vendeur qui a une stratégie et tout ça, pour qu'elle aussi employer nos networks en tant que productrice ou faire voyager le film. Bah oui, voilà, on a nous aussi, donc Malin encore plus que moi, vécu de nombreuses années avec le projet et on n'a pas envie de le lâcher comme ça du jour au lendemain parce que un distributeur ou un vendeur, voilà, donc c'est de trouver c'est important évidemment que de laisser la place pour que les gens s'en emparent, mais c'est sûr qu'on a envie de l'accompagner et peut-être encore plus parce qu'il s'agit de ce sujet-là dans un moment d'une très grande violence vis-à-vis de la communauté trans. Donc on sait aussi que de ce point de vue-là, le film mérite peut-être encore plus qu'un autre d'être accompagné et bien accompagné, et qu'on considère connaître le film. Là aussi, c'est peut-être quelque chose qui diffère entre un cinéma documentaire et un cinéma de fiction sur cet accompagnement-là. Oui, tout à fait, parce qu'on sait aussi que, en tout cas pour ce qui est de la diffusion en France, on sait qu'à quel point ces temps de rencontres et de débats dans les salles de cinéma, elles sont importantes pour convaincre les exploitants de prendre le film, et que par ailleurs, c'est des moments qui peuvent être très beaux, quoi, de rencontres avec le film, avec le ou la cinéaste qui l'accompagne, voilà. Donc ça, c'est un travail qu'on va mener avec donc à Outplay évidemment, et avec Tangente Distribution, qui est une association qu'on a créée avec d'autres sociétés de production, justement pour faire ce travail-là de diffusion de nos films documentaires. On évoquait la sortie française, mais qu'en est-il de la sortie en Suède? Il me semble que ça sera, donc on parlait en France, ça sera en novembre, on le rappelle. En Suède, il me semble que ça sera avant l'été. Je pense que ça va être en août, lors de plus grande Pride Week en Suède. Et comment vous avez fonctionné justement pour la sortie en Suède? C'est encore en cours d'élaboration?
Non, mais on travaille avec un distributeur Folkets Bio qu'on a travaillé. J'ai fait presque tous mes films avec eux. Et là, ils sont aussi une autre jambe. Ils sont aussi un festival qui s'appelle Cinema Queer. Et donc, ils sont très, très bien positionnés pour travailler sur ce film-là. Et on va faire un partenariat avec une association de trans pour venir accompagner le film dans les sorties salles. Et vous mentionniez donc tout à l'heure la première du film à Karlovy Vary l'année dernière. Le film, depuis, a connu déjà une certaine carrière en festival, jusqu'à cette présentation au Festival Travelling, dans des festivals très différents. On peut citer autant les états généraux du documentaire de l'USAS que des festivals LGBT comme Chéri Chéri à Paris ou Queer Lisboa, des festivals aussi de films indépendants comme Entrevue à Belfort, où d'ailleurs le film a remporté 2 prix, ou des festivals consacrés à des premiers films comme Premier Plan où vous étiez il y a peu, et puis prochainement aussi le film va faire sa première sa première américaine à South by Southwest au Texas. Quel est l'intérêt de multiplier les festivals et les types de festivals? Est-ce que c'est un choix de votre part? Comment procédez-vous justement? C'est aussi une façon de rendre visibilité au film dans les différents territoires. Il y a, par exemple, si le film il passe à IDFA, qui est l'une des plus grands festivals de documentaires, qui est dans l'automne, en novembre, ça veut dire que dans le territoire néerlandais, ça donne de visibilité au film. Et on a la possibilité de trouver encore de l'audience. Oui, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir un film qui circule dans ces différentes typologies de festivals, c'est-à-dire des festivals de cinéma où ils côtoient des longs métrages de fiction, des festivals documentaires et des festivals queer. Et c'est une grande chance. Et c'est vrai que c'est à chaque fois merveilleux de montrer le film en République tchèque dans une salle pleine d'étudiants de Prague, de le montrer hier ici, de le montrer auprès d'un public plus professionnel de documentaires à IDFA Amsterdam. Enfin, voilà, c'est à chaque fois des moments importants, quoi. Et effectivement, le fait qu'il circule comme ça, ça fait qu'on espère qu'il y a un bouche à oreille qui va s'installer et qui va permettre au moment de la sortie du film en salle qu'il soit un peu attendu à la fois par la presse et par un public qui aura un peu entendu parler du film, quoi. Et d'où aussi le fait que le film sorte en France au moment du mois du documentaire, qui est souvent une fenêtre assez importante de sortie de documentaire, parce qu'il y a aussi un intérêt et un plus grand intérêt de la presse, des professionnels à ce moment-là. On espère. On espère, et c'est vrai que ça nous laisse du temps là, entre maintenant et le mois de novembre pour travailler au mieux la sortie et pour que le film ait encore le temps de circuler dans d'autres festivals et de faire des avant-premières. Peut-être, puisqu'on parle de diffusion, de manière de le présenter, on peut regarder la bande-annonce. Voilà, on a vu le Work in Progress, maintenant la bande-annonce. Comment ça se crée, justement, on pourra en parler. Donc si on peut la présenter, ça dure 1 minute 20, c'est assez bref, mais ça donnera une idée. Vi kommer hit för att förverkliga våra högsta drömmar. Att bli sedda för dem vi verkligen var. Precis här träffades vi. Vi skulle göra operationen samma dag. Våra drömmar var livsfarliga. Never be yourself. That's what they told us. This is you. This is your body. This is your decision. Where are you, Monsieur himself? I would have died, I think, if I didn't get the surgery. Okej, visa aldrig det här till någon sen. So I had to do it. It is a fact that Meryl killed herself. And I have to digest it. Vi drömde om samma sak. Att bli älskade. Jag vet vad som har hänt i de här rummen. Meryl is on this side. This photograph was taken 7 years ago.
Jag minns när vi såg våra nya vaginor för första gången. I was much happier in a way before the surgery. I will be here for you, no matter what. Jag vill ju vara min egen person, typ. Vi längtade efter samma sak. Doften av en man. Att tillhöra den straighta världen. Vår idé om vad en kvinna var. But I think this is nice. I think Marill would be happy for this. Ja. Effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir avec le montage que l'on avait vu tout à l'heure, mais l'intérêt, c'est notamment aussi, enfin en tout cas ce qui est surprenant, c'est que cette bande-annonce, elle joue encore de l'ambiguïté avec la fiction, parce qu'on pourrait penser, sans savoir autre chose du film, qu'il ne s'agit absolument pas d'un documentaire, mais d'un film de fiction sur ce sujet-là. Comment vous voyez cette bande-annonce, donc que vous n'avez pas conçue, mais voilà, comment vous l'avez reçue, cette bande-annonce ? Non, ça fait partie aussi un peu de cette idée qu'il y a un moment où il faut lâcher et permettre à d'autres de s'emparer du film. Nous, on n'est pas distributrice et donc voilà, c'est des éléments de communication autour du film qu'on a du mal, nous, à concevoir parce que c'est vraiment un autre métier, et tant mieux. Et non, pour donner une petite anecdote, quand on a eu, avant que Outplay rentre s'engage sur le projet, on a eu tout un débat sur l'affiche du film. Et moi, je militais beaucoup pour que... on avait plusieurs tests et il y avait une capture d'écran d'un moment du journal filmé de Victoria qui, moi, me paraissait être la capture d'écran du film qui représentait le mieux le film et qui en parlait le mieux. Et puis quand Outplay est arrivé et qu'il a vu ce choix-là, il a dit « Ah non, mais ça, c'est vraiment pour le public de films documentaires du MK de Beaubourg. » Voilà. Donc je me suis sentie évidemment très jugée. Et de fait, ils avaient complètement raison. Et ils ont fait... je ne sais pas si vous avez l'affiche en tête, mais elle est très belle. Et elle, effectivement, elle sort le film d'une vision très documentaire d'auteur que moi je peux avoir. Et voilà, donc cette bande-annonce, elle est aussi peut-être un peu le reflet de ça, c'est-à-dire que c'est un autre métier et peut-être une autre vision aussi du film, mais tant mieux. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a eu de la chance de faire le première dans un festival qui n'était pas que documentaire, qui était un festival de cinéma, enfin, plus généraliste, oui. Oui, plus généraliste, et que le fait que le film voyage autant dans des différents lieux, c'est aussi, je pense que ça parle de cette hybridité du film, et il ne faut pas non plus oublier que même si peut-être que on trouve pas, on avait des avis tellement différentes sur tous les posters. Il y avait autant de gens, il y avait autant de posters, on va dire, dans le projet, mais en même temps, un trailer, c'est censé de parler à un public international. Ça doit marcher aux Amériques latines, ça doit marcher aux États-Unis, ça doit marcher aux... J'en suis sûre que vous avez vu des films internationaux et vous voyez une affiche sur un festival, un grand festival peut-être où c'est sorti et le film arrive en France et c'est tout un autre poster qui est décliné pour marcher avec le public qu'il pense que le film va avoir. MK de Beaubourg, j'en sais rien. Oui, voilà, comme ça par exemple. Donc c'est vraiment un métier aussi. Et puisqu'on parle du public, du rapport au public, du fait de son sujet, la transidentité, du regard qui est porté sur ce sujet aussi, qui n'est pas un regard que l'on pourrait qualifier de militant, plutôt de réflexif, voire même déroutant aussi, mais également pédagogique. Comment vous avez conçu, vous, avec Victoria également, ce rapport au public? Est-ce que c'est une question qui a toujours parcouru le projet ou finalement qui est arrivée assez tardivement? Non, mais
Je pense qu'elle était très sûre dès le début, en fait, ce qu'elle voulait dire et comment elle voulait dire. Elle était très convaincue que même si, malheureusement, aujourd'hui, on a besoin de plus de joyeux trans-narratives, des choses comme ça, je pense qu'elle était super convaincue. Enfin, c'était vraiment quelque chose de centré, qu'il ne faut pas avoir juste une narrative. Qu'il faut montrer de toutes les... Il y a autant de trans-narratifs que de personnes. Et que c'est une expérience qui est diverse. Oui. Et avant tout, son expérience personnelle. Oui, vraiment. Mais aussi avec le... Il y a 4 femmes dans le film. Ils ont tous vécu des... Oui, le film dit finalement qu'il n'y a pas une expérience universelle et de fait, il ne peut pas y avoir un seul film qui traiterait entièrement la question d'un seul point de vue et d'un point de vue qui serait forcément ultra positif, d'où la question de pourquoi faire le film et pourquoi raconter cette histoire qui parcourt régulièrement la réflexion entre d'ailleurs Victoria et les 2 autres personnes qui sont dans ce film-là. Mais donc ouais, donc ça pour elle, ça a toujours été là, mais pour vous, comment vous avez éventuellement réfléchi à cette question de la réception, de la manière de le présenter. Et quand je dis un public, ça revient aussi à ce qu'on disait sur le fait de présenter en tant que work in progress, en fin de compte, dans toutes les étapes du projet. Mais je pense que c'est justement le fait qu'on arrive à montrer tout plein de vues ou perspectives dans le film, que ça nous permet de... il n'y a pas une vérité, et il y a même le personnage dans le film qui a des avis différents dépendant de quand dans le film tu le rencontres. Et ça, c'est quelque chose de très beau d'avoir la possibilité de faire une nuanced narrative. Oui. Après, sur la question de la distribution, c'est encore le tout début, et il reste du temps. Mais oui, on a envie, on parlait hier avec Malin de l'envie de faire un livret pédagogique pour que le film puisse être aussi vu par des jeunes gens et qui puisse y avoir pour les associations qui le montreraient ou pour les professeurs un livret qui accompagnerait le film. Enfin, voilà, on réfléchit à plusieurs manières parce que c'est sûr que dans les publics des festivals, on se sent souvent un peu quand même en sécurité dans un sens, c'est-à-dire qu'on et voilà, et l'idée c'est que le film puisse être vu le plus largement possible. Donc il va y avoir un travail de médiation qui va être fait, et voilà, ça va être l'objet là des prochains mois de travailler un peu là-dessus. Et ça va aussi être un travail de médiation qui va être fait en collaboration avec des organisations de queer et trans. Oui, qui serviront autant de relais que de médiation pour le film. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle sur ce dont on vient de parler, sur d'autres choses, si vous avez vu le film hier et que voilà, certaines questions vous sont venues, n'hésitez pas, un micro circule. Oui. C'est très beau. Juste une observation sur ce que vous venez de dire tout de suite, c'est qu'hier, un jeune vous a posé une question. Il était très inquiet d'un ton, de ce qui était montré, vu un peu l'atmosphère, etc. Donc, effectivement, la question du livret est fondamentale. Moi, je voulais lui demander une première chose, c'est comment va la réalisatrice, et la deuxième question, c'est les droits moraux, ou en tout cas le lien que vous avez eu avec la famille de Meryl. Victoria, je crois qu'elle va très bien. Je crois elle s'attendait pas à ce que le film ait un écho, trouve un écho pareil, et
Ouais, je crois qu'elle n'en revient pas en fait et qu'elle est ravie. Là, elle va bientôt partir aux États-Unis, montrer le film qui va faire donc sa première américaine au Texas. Ça va être une sacrée expérience, je pense. Voilà, et par rapport à la famille de Meryl, peut-être que je te laisserai. Par rapport à la famille de Meryl, on n'a pas utilisé son vrai nom dans le film. La famille de Meryl ne l'a pas accepté comme elle était. Mais vu comme l'histoire s'est racontée de la point de vue de Victoria et qu'on ne donne pas des détails personnels sans que l'avis subjectif de Victoria, on n'a pas... on n'a pas cherché à les... Elle a essayé avant avant le travail du film, elle a essayé de les contacter. Ils ont eu aucune envie de parler aux amis de leur fille. Est-ce qu'il y aurait... Oui. Oui, une question par rapport au profil de l'artiste, Victoria Verso. Est-ce que donc je rappelle juste pour le public, Victoria Verso est une plasticienne, donc qui relève plus de l'art contemporain. Et je voulais savoir si le film, vous l'envisagiez aussi dans le cadre d'un projet plus large d'exposition, d'installation. Est-ce que ces images ou le film dans son intégralité a vocation lui aussi à pouvoir intégrer un projet artistique plus vaste autour de l'image ? Je pense de prendre premier plan de le diffuser en collaboration avec des institutions de l'art. Elle a fait des cours qui sont faits sur Rousseau avant. Après, pour une plus grande exposition, je ne saurais pas te dire. D'autant que son travail, de toute façon, préexistant, abordait déjà ces questions-là, donc et a été exposé. C'est tout à fait envisageable, mais c'est juste faut. Rétrospective, en fait. Oui. Un peu, mais bon. C'est un tour. C'est un peu tôt peut-être, mais je pense que c'est quelque chose dans ce cas-là qui s'envisage en dialogue avec les curators de cette institution. Si ça leur intéresse, bien évidemment, ça peut se faire, mais c'est un peu difficile. Enfin, c'est différent. Des fois, il y a certains curators ou programmateurs des instituts de l'art qui programment que le moving image, et il y a quelqu'un d'autre qui travaille sur les expositions et les installations. C'est pas vraiment les mêmes personnes. Oui, non, ça fait effectivement partie des réseaux de diffusion qui peuvent être des relais pour le film, de projeter le film en partenariat avec les écoles des beaux-arts des différentes villes. D'autant que vous, plus spécifiquement, au film du Bilboquet, vous êtes tout de même lié au Frénois, qui donc est voisin d'une certaine manière, et qui est justement dans ce lien entre art visuel et cinéma. Oui, tout à fait. C'était à la fois une grande chance et tout à fait cohérent que ce film soit post-produit au Frénois, qui est donc coproducteur du film avec Pictanovo. Et oui, c'est complètement dans cette veine-là de film d'artiste, quoi. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Sinon, je pense que voilà, pour sortir peut-être du film et aborder, revenir sur la question de la coproduction, je crois, puisque vous expliquiez hier soir qu'une certaine proximité, amitié s'est nouée entre vous deux. Vous évoquiez voilà, que pendant toute la production du film, vous vous appeliez tous les jours et que maintenant c'était moins le cas, que ça vous manquait. Est-ce que justement ça vous donne envie de retravailler ensemble? Et finalement, est-ce que ce système-là de coproduction internationale crée aussi on évoquait le fait que ça donne naissance à quelque chose dans l'immédiat ou plus tard, mais est-ce que même ça peut créer quelque chose sur le long cours au fur de plusieurs projets et d'un lien durable sur le temps? Oui, tout à fait. On est en écriture, on va dire. Oui, non, mais on a déjà un projet on va travailler ensemble là-dessus. Et puis, bien évidemment, il faut que ce soit le bon projet qui est adapté pour une collaboration franco-suédoise.
Mais quand on a participé à Eurodoc, là, ensemble, je crois que le tout premier jour, notre tuteur, hein, qui est un producteur très expérimenté, nous a dit bon, la coproduction européenne, c'est l'enfer, mais on ne peut pas s'en passer. Enfin, sur certains projets, on ne peut pas s'en passer, et vu les coupes budgétaires qui nous attendent un peu partout, en France et en Suède et en Europe, ça va être de plus en plus indispensable pour que les projets puissent vivre. Voilà, et nous, on n'a pas vécu l'enfer du tout, donc on est prête à recommencer. Donc finalement, moralité, il faut faire des coproductions entre la France et la Suède. Faut surtout faire des coproductions avec des gens qui partagent une certaine vision des choses, une certaine éthique, une certaine vision esthétique, une certaine manière de faire. Et c'est vrai on est arrivés l'une et l'autre avec nos expériences, et puis vu le temps que ça a pris, on a été nourris des expériences qu'on avait à côté. C'est vrai que ça, c'est la grande différence entre un auteur, une réalisatrice et un producteur. C'est que le producteur, lui, il a d'autres projets à côté, et ça vient nourrir. Mais on a énormément appris. Enfin, moi, en tout cas, j'ai énormément appris en produisant ce film aux côtés de Malines. Donc c'est une richesse. Et là, le nouveau projet sur lequel Malines m'embarque, c'est une fiction, et on va encore apprendre beaucoup de choses, je suis convaincue. C'est encore très différent finalement. Eh bien, on suivra ça dans les prochaines années, en espérant que ça ne prenne pas 9 ans, je vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Mathilde et Malines, merci à vous, et puis je vous souhaite donc une bonne fin de festival. Voilà, il reste quelques heures, mais profitez-en, et merci beaucoup d'avoir assisté à cette rencontre.